J'ai quitté la maison à 4h11 du matin un mardi, n'emportant rien d'autre qu'un sac de sport et 22 ans de rage refoulée. Mon frère a reçu une voiture pour l'obtention de son diplôme universitaire. Moi, j'ai reçu une facture pour le loyer. Ce soir-là, alors que ma famille célébrait la réussite de Rowan avec du champagne et des félicitations, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a exigé $800 par mois pour continuer à vivre dans la maison où j'avais été invisible toute ma vie. Il s'attendait à ce que je sourie, hoche la tête épais comme le bon petit paillasson que j'avais toujours été. Au lieu de cela, je leur ai écrit une lettre pas des adieux, mais un reçu pour tout ce qu'ils m'avaient pris et j'ai disparu avant le lever du soleil. Ils pensaient savoir qui était Vivian Hawthorne. La fille négligée, la déception de la famille, celle qui s'écrasait toujours, jusqu'à ce qu'elle se brise. Ils allaient découvrir qu'ils s'étaient complètement trompés sur toute la ligne. Juste avant d'y revenir, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez ces histoires, assurez-vous de vous abonner. J'aurais dû savoir que quelque chose ne allait pas quand ma mère m'a demandé de dresser la table avec la porcelaine fine pour le dîner du dimanche. La famille Hawthorne n'utilisait la porcelaine fine que pour 2 occasions, Noël et quand quelqu'un s'apprêtait à recevoir une mauvaise nouvelle. Je m'appelle Vivian Hawthorne, et j'avais 22 ans quand mon monde s'est brisé comme un œuf s'écrasant sur du béton. Mais les fissures se formaient depuis des années, des micro-fissures dans ce que tout le monde croyait être un portrait de famille parfait. Grandir dans la maison des Hawthorne signifiait apprendre à lire entre les lignes. Mon père, Dean, s'exprimait par des ordres déguisés en suggestions. Ma mère, Mara, avait perfectionné l'art de tout dire tout en ne disant rien du tout. Et mon frère Rowan, eh bien, Rowan était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il faisait tout de travers. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment compris à quel point Rowan et moi étions différents aux yeux de nos parents. J'avais 14 ans. Rowan en avait 16. Il avait emprunté la BMW de papa pour faire une virée avec ses amis et l'avait écrasée contre la boîte aux lettres des Henderson, 3 pâtés de maison plus loin. Quand papa l'a appris, il n'a pas crié sur Rowan. Au lieu de cela, il s'est tourné vers moi avec ses yeux gris et froids et a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il prévoyait de faire ça ? Tu le savais, n'est-ce pas ?» Je n'en savais rien. J'étais dans ma chambre à faire mes devoirs comme toujours. Mais d'une manière ou d'une autre, l'erreur de Rowan est devenue ma faute pour ne pas l'avoir empêché. C'était la première règle que j'ai apprise dans la maison Hawthorne, quand Rowan faisait une bêtise, tout le monde était responsable de ne pas l'avoir arrêté. La deuxième règle que j'ai apprise était que les apparences importaient plus que la vérité. Alors que je cumulais 2 emplois à temps partiel et suivais des cours en ligne pour économiser de l'argent, Rowan vivait dans une résidence universitaire à l'université d'État, ses frais de scolarité étant entièrement payés par papa et maman. Quand les voisins prenaient de nos nouvelles, maman rayonnait et disait « Rowan étudie le commerce, et Vivian prend son temps pour trouver sa voie. » Prendre mon temps. Comme si travailler 60 heures par semaine tout en préparant mon diplôme était une sorte de vacances de luxe. La troisième règle était la plus cruelle, l'amour était conditionnel, et je n'avais pas rempli les conditions. À l'approche de la remise des diplômes de Rowan, j'avais perfectionné l'art d'être invisible. Je gardais la tête basse, mes notes élevées et mes rêves assez petits pour tenir dans le coin exigu de notre maison que j'appelais chez moi. J'avais lancé une petite entreprise en ligne de vente de bijoux faits main, rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Quand je l'ai mentionné lors d'un dîner, papa m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a ricané, toujours à jouer à la marchande avec tes livres et tes loisirs créatifs, je vois. Quand vas-tu prendre ton avenir au sérieux, Vivian ? Je voulais lui dire que j'étais sérieuse. Je voulais lui montrer mon plan d'affaires, les avis de mes clients, mes économies grandissantes. Mais Rowan a choisi ce moment précis pour annoncer qu'il avait été inscrit sur la liste d'honneur du doyen. Et juste comme ça, la conversation s'est détournée de moi. C'était toujours ainsi. Le dîner du dimanche qui a tout changé commença comme tous les autres. Rowan était assis à la droite de papa, nous régalant d'anecdotes sur sa dernière année d'études. Maman était suspendue à ses lèvres, lui posant des questions et riant à ses blagues. J'étais assise en face d'eux, coupant mon rôti de bœuf en morceaux de plus en plus petits, me demandant si quelqu'un remarquerait si j'arrêtais tout simplement de venir à ces représentations. Alors, Rowan, dit papa en posant son verre de vin avec solennité. Ta mère et moi avons discuté de ton cadeau de diplôme. Les yeux de Rowan s'illuminèrent. Tu n'avais pas besoin de m'acheter quoi que ce soit, papa. Le diplôme est déjà un cadeau suffisant. En prononçant ces mots,
sa voix trahissait ce ton d'impatience qui signifiait qu'il s'attendait absolument à quelque chose, et à quelque chose de grand. Maman joignit les mains comme si elle assistait à une demande en mariage. Oh, Dean, devrions-nous lui dire maintenant? Pourquoi pas Rowan, mon fils, nous t'offrons la Camry, mais pas l'ancienne. Nous t'en avons acheté une neuve. Blanc nacré, intérieur cuir, la totale. La fourchette m'échappa des mains et s'écrasa sur mon assiette. Une nouvelle voiture. Une voiture neuve pour Rowan, qui avait écrasé la BMW de papa, qui avait reçu 3 contraventions pour excès de vitesse l'année passée, et qui n'avait jamais travaillé de sa vie. Waouh, papa. Merci. Merci infiniment. La voix de Rowan se brisa sous le coup d'une émotion sincère, et pendant un instant, je revis le petit garçon qu'il était. Celui qui construisait des cabanes de couverture avec moi et partageait ses bonbons d'Halloween. Tu l'as mérité, mon fils. 4 années de travail acharné, diplômé avec mention. Nous sommes fiers de toi. Je me raclais la gorge. C'est vraiment formidable, Rowan. Félicitations. Et je le pensais. Malgré tout, j'étais heureuse pour mon frère. Mais je ne pus m'empêcher de demander, alors, qu'est-ce qu'on fait de l'ancienne Camry? Papa et maman échangèrent un regard, l'une de ces conversations télépathiques de vieux couple qui se déroulent dans l'espace d'un battement de cœur. Eh bien, Vivian, dit doucement maman. Nous voulions justement t'en parler. Maintenant que Rowan est diplômé et que tu ne vas plus vivre ici très longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire, demandai-je, bien qu'un sentiment d'angoisse glaciale m'envahisse déjà l'estomac. Papa s'adossa à sa chaise, adoptant sa posture de conseil d'administration. Tu as 22 ans, Vivian. Il est temps que tu commences à contribuer davantage à ce foyer. Nous avons décidé que tu devais commencer à payer un loyer. $800 par mois, dû le premier dimanche de chaque mois. La pièce plongea dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge antique de maman sur la cheminée. $800. C'était plus de la moitié de ce que je gagnais avec mes 2 emplois réunis. Je ne comprends pas, dis-je doucement. Rowan a vécu ici gratuitement jusqu'à ses 22 ans. Il n'a jamais payé de loyer pendant les étés ou les vacances d'hiver. Rowan était à l'université, répliqua papa comme si cela expliquait tout. Je suis aussi à l'université. Je prépare mon diplôme en ligne. C'est différent, et tu le sais. Les cours en ligne ne valent pas une véritable expérience universitaire. De plus, Rowan se concentrait sur ses études. Toi, tu travailles, ce qui veut dire que tu as les moyens de contribuer. Cette logique était si tordue qu'elle me donnait le tournis. J'étais puni parce que je travaillais, parce que j'étais responsable, parce que j'essayais de m'en sortir sans leur aide. Quand est-ce que cela doit commencer, demandai-je. Dimanche prochain. Premier versement. Et Vivian, la voix de papa prit ce ton tranchant qui signifiait que la discussion était close, c'est ainsi que les choses vont se passer. Je regardai maman, espérant un signe de soutien, une reconnaissance du caractère injuste de la situation. Elle observait attentivement sa manucure, les lèvres serrées. Tu ne trouves pas ça bizarre du tout, lui demandai-je directement. Elle finit par lever les yeux et, pendant un court instant, je crus déceler du regret dans son regard. Mais elle se redressa et dit, ton père a raison, ma chérie. Il est temps pour toi de grandir. Rowan n'avait pas prononcé un mot pendant tout l'échange. Quand je le regardais, il fixait ses mains, mais il y avait dans son expression quelque chose qui ressemblait presque à de la suffisance. Ou peut-être n'était-ce que mon imagination alimentée par la blessure et la colère. $800, répétai-je. Dimanche prochain. C'est ça, dit papa. Il leva son verre de vin bien haut. Trinquons au nouveau départ. À l'avenir brillant de Rowan et à la nouvelle responsabilité de Vivian. Ils taillèrent leur verre tandis que je restais assise là, mon monde s'effondrant en silence. Je voulais hurler. Je voulais renverser la table et partir en tempête. Je voulais leur dire exactement ce que je pensais de leur logique tordue et de leur favoritisme cruel. Au lieu de cela, je fis ce que j'avais toujours fait dans la maison Hawthorne, je souris poliment, m'excusai pour débarrasser la vaisselle et ne dis absolument rien. Mais alors que je me tenais devant l'évier de la cuisine, lavant la vaisselle fine à la main pendant que ma famille riait dans la salle à manger, quelque chose en moi se brisa. Une petite voix dans ma tête me dit, tu n'es pas obligé de vivre comme ça. J'avais toujours été la fille modèle, celle qui ne faisait pas de vagues,
qui encaissait chaque affront et chaque injustice sans se plaindre. Mais là, debout, l'eau de vaisselle jusqu'au poignet, avec le rire de mon frère résonnant dans la pièce d'à côté, je compris que le fait d'être gentil ne m'avait mené nulle part, sinon dans un piège. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond en faisant des calculs mentaux. $800 de loyer, plus mes autres dépenses, moins mes revenus des 2 emplois. Les chiffres ne collaient pas. Même en faisant des heures supplémentaires, même en me privant de tout ce qui n'était pas absolument nécessaire, je ne pouvais pas y arriver tout en économisant pour mon avenir, à moins de faire un choix totalement différent. Je n'avais jamais été du genre dramatique. Je n'étais pas une sœur qui claquait les portes, faisait des scènes ou menaçait de s'enfuir. Mais alors que minuit sonnait et que la maison s'apaisait autour de moi, je commençais à planifier mon départ. Le lundi matin arriva avec cette gaieté artificielle que Mara Hawthorne portait comme un parfum de luxe. Chiffre donné en préparant le café, embrassa papa pour lui dire au revoir sur le pas de la porte et me rappela que nous devions nous asseoir pour régler les détails de mon nouvel arrangement financier. J'ai hoché la tête, j'ai accepté et j'ai joué le rôle de la fille parfaite pendant 6 jours de plus. Mais intérieurement, je planifiais méthodiquement ma disparition. J'ai commencé par les aspects pratiques. J'ai cherché les horaires et les prix des billets de bus Greyhound. J'ai calculé exactement combien d'argent j'avais de côté et jusqu'où cela pouvait me mener. J'ai dressé la liste de tout ce que je possédais et qui comptait vraiment pour moi. J'ai été surprise de voir à quel point elle était courte. Les objets les plus importants n'étaient pas matériels, mais représentaient mon avenir, mon ordinateur portable, qui contenait les fichiers de mon entreprise et le début de ma vraie vie, une petite boîte à bijoux ayant appartenu à ma grand-mère, que je gardais caché au fond de mon placard, et surtout, un ensemble de journaux intimes en cuir qui avaient également appartenu à ma grand-mère, Evelyn Hawthorne. Tout le monde supposait que ces journaux avaient été perdus après la mort de grand-mère Evelyn il y a 3 ans. Papa avait fait mine de les chercher partout, affirmant qu'ils contenaient une histoire familiale importante qui devait revenir à Rowan en tant que petit-fils aîné. Mais je les avais trouvés en premier, cachés dans une malle dans son grenier, et quelque chose m'avait dit de les garder secrets. Je ne les avais jamais lus entièrement, mais je savais qu'ils contenaient bien plus que de simples souvenirs de famille. Il y avait des coupures de presse, des documents juridiques et ce qui ressemblait à des relevés financiers glissés entre les pages. Le mardi, j'ai travaillé à mes 2 emplois comme d'habitude. À la librairie, j'ai aidé les clients à trouver des romans d'amour et j'ai fait comme si tout était normal. Au restaurant, j'ai servi des tables et souris jusqu'à en avoir mal aux joues. Mais à chaque instant libre, je faisais des listes et des plans. Le mercredi, j'ai commencé à faire mes bagages. Pas de manière flagrante, mais en déplaçant progressivement mes effets personnels les plus précieux dans un grand sac de sport caché sous mon lit. T-shirt, jeans, sous-vêtements, chargeur d'ordinateur, boîte à bijoux, journaux intimes, tout ce qui me définissait tenait désormais dans un seul sac. Le jeudi, j'ai écrit la lettre. J'avais commencé et abandonné une 12aine de versions différentes, des lettres de colère pleines d'accusations, des lettres de tristesse implorant de la compréhension. Finalement, j'ai écrit quelque chose de simple et de purement factuel. J'ai dressé un bilan. Chère famille, commençait la lettre. Puis j'ai tout listé. Chaque fois que j'avais couvert Rowan, chaque événement familial où j'avais été ignoré ou écarté, chaque sacrifice fait pour préserver la paix. Chaque dollar dépensé pour des cadeaux familiaux alors que je portais des vêtements d'occasion, chaque rêve évoqué qui avait été balayé d'un rire ou ignoré. Mais ce n'était pas écrit avec colère. C'était rédigé comme un rapport professionnel, factuel et précis. En bas, j'ai inclus un calcul simple de tout l'argent que j'avais versé au foyer au fil des ans à travers des cadeaux, des courses achetées ou des factures payées quand le budget était serré. Le montant était plus élevé que je ne l'imaginais. J'ai terminé la lettre par une seule phrase, « Vous ne me trouverez pas à moins que je ne le veuille ». Je ne l'ai pas signé. Je n'en avais pas besoin. Le vendredi, j'ai donné mon préavis à mes 2 emplois. J'ai expliqué que je changeais d'université et que je déménageais pour des raisons familiales. Mes responsables ont regretté mon départ, ce qui représentait plus de reconnaissance que ce que j'avais reçu chez moi depuis des mois. Le samedi, je n'ai pas pu avaler grand-chose. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette pendant le dîner tandis que Rowan parlait de sa cérémonie de remise des diplômes et de ses entretiens d'embauche. Papa était de très bonne humeur, donnant des conseils sur la négociation salariale et l'avancement professionnel. Maman m'a demandé si je voulais l'accompagner faire les magasins pour trouver une nouvelle robe pour la remise des diplômes de Rowan. Je ne peux pas,
ai-je dit. Je dois travailler. Évidemment, dit papa, sans lever les yeux de son journal. Le travail, toujours le travail. C'est tout ce que tu fais, Vivian. Tu devrais essayer de t'amuser de temps en temps. S'il avait su que dans moins de 12 heures, je serais parti. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais allongé à écouter les bruits de ma famille s'endormant pour la nuit. Les ronflements de papa au bout du couloir. L'émission de télévision tardive de maman diffusée doucement. La musique de Rowan filtrant à travers les cloisons minces. À 3h30 du matin, je m'habillais, un jean, des chaussures confortables, un sweatshirt à capuche. Je chargeais mon sac de sport sur l'épaule et jetais un dernier regard à ma chambre. De toute façon, elle ne m'avait jamais vraiment appartenu. Les murs étaient toujours peints du rose pâle que maman avait choisi quand j'avais 7 ans, et la plupart des meubles étaient des affaires de récupération de la famille. Rien ici ne regretterait mon absence. Je descendis furtivement dans le noir, évitant la 3e marche qui grinçait toujours et la latte de parquet mal fixée près de la porte de la cuisine. À la lueur tamisée des lampadaires extérieurs, je déposai ma lettre sur la table de la cuisine, là où maman la trouverait en préparant son café du matin. Puis, je franchis la porte d'entrée et je ne me retournai jamais. La gare routière était presque déserte à 4h11 du matin. Il n'y avait que moi, un agent de sécurité à l'air fatigué, et une femme avec 2 jeunes enfants qui ne cessaient de regarder l'horloge et de vérifier son téléphone. J'achetai un billet pour une ville située 4 états plus loin, payai en espèces et m'installai pour attendre. Alors que le bus s'éloignait de la gare, je regardais ma ville natale disparaître à travers les vitres sombres. J'aurais dû avoir peur. J'aurais dû me sentir coupable. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la liberté. J'avais planifié ma destination avec soin. Helena Morrison vivait dans une ville universitaire de taille moyenne où je pouvais facilement me fondre dans la masse. C'était ma marraine, même si je ne l'avais pas revue depuis l'enfance. Plus important encore, c'était quelqu'un que mon père ne pouvait ni manipuler ni intimider. Helena avait été la meilleure amie de grand-mère Eveline, de ce que je m'en rappelais, elle était d'une indépendance farouche qui mettait papa mal à l'aise. Il y avait eu une sorte de rupture entre Helena et mes parents quand j'avais environ 10 ans, au sujet de la succession et de l'héritage de la famille, bien qu'on ne m'ait jamais donné de détails. Tout ce que je savais, c'était que le nom d'Helena n'était plus jamais prononcé dans la maison Hawthorne, ce qui en faisait la personne idéale à contacter. Le voyage en bus dura 11 heures, ponctué d'arrêts dans de petites villes dont je ne connaissais pas le nom. Je m'assoupis par intermittence, le front appuyé contre la vitre, regardant défiler les champs. Vers la 6e heure de route, j'allumai mon téléphone juste assez longtemps pour envoyer un message à Helena, c'est Vivian Hawthorne. Je suis en route pour venir te voir. Je t'expliquerai tout à mon arrivée. Puis j'éteignis de nouveau l'appareil. Je ne voulais pas voir les appels et messages inévitables de chez moi, pas encore. Helena m'attendait à la gare routière, même si je ne lui avais pas précisé quel bus je prenais. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, seulement plus âgée. Des cheveux argentés attachés en un chignon soigné, des yeux bleus perçant derrière des lunettes à monture métallique, et une expression montrant qu'elle ne tolérait guère les futilités. « Vivian, dit-elle simplement, tu as une mine affreuse. »« Bonjour Helena. Je suis désolé de débarquer ainsi. »« Non, tu ne le es pas, et tu as bien raison. Allez, viens, on rentre à la maison. » La maison d'Helena était tout le contraire de celle des Hawthorne, chaleureuse, encombrée et vivante, remplie de livres, de plantes et d'œuvres d'art choisies par amour plutôt que pour le statut social. Elle me prépara du thé et des tartines, et ne posa aucune question avant que je ne sois prête à parler. Quand je lui racontai enfin la demande de loyer et ma décision de partir, Helena m'écouta sans m'interrompre. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment. « Ton père, dit-elle enfin, a toujours été un sale manipulateur. Je suis désolé qu'il t'ait fallu autant de temps pour t'en rendre compte. Tu ne l'aimes vraiment pas, n'est-ce pas ?» Helena éclata d'un rire qui n'avait rien de joyeux. « L'aimer, mon enfant ? Je l'ai méprisé dès l'instant où il a épousé ta mère. Ce n'est pas un secret. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, tu dois te reposer et réfléchir à la suite. » Elle me conduisit dans une petite chambre au 1er étage, lumineuse et sentant discrètement la lavande. « Reste aussi longtemps que tu le souhaites, dit-elle. Mais j'ai une règle, pas de dissimulation. Tu as quitté cette maison pour commencer à vivre ta vie,
alors c'est ce que tu vas faire. Je m'endormis cet après-midi-là et ne me réveillai que le lendemain matin. Pour la première fois depuis des années, je dormis profondément et sans cauchemar, comme quelqu'un qui n'a plus rien à craindre. 3 jours après ma disparition de la maison Hawthorne, Elena m'emmena sur la place de la ville pour prendre un café et avoir ce qu'elle appelait « une vraie discussion sur ton avenir ». Le café s'appelait le Book Nook, un espace combinant librairie et café qui sentait la cannelle et le vieux papier. Elena semblait connaître tous ceux qui y travaillaient et, en moins d'1 heure, j'eus un entretien d'embauche prévu avec la propriétaire, une femme prénommée Margaret qui portait un tablier taché de peinture et avait des yeux bienveillants. Nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper de la caisse et aider les clients à trouver ce qu'ils cherchent, m'expliqua Margaret. Ce n'est pas un travail prestigieux, mais c'est honnête et nous sommes comme une famille ici. Famille. Ce mot avait pris un tout autre sens depuis que j'avais quitté le foyer. En observant la boutique chaleureuse, les clients qui parcouraient les rayons paisiblement et les employés qui discutaient joyeusement, je réalisais que cet endroit ressemblait plus à une famille que tout ce que j'avais connu chez les Hawthorne. Ce soir-là, Elena prépara le dîner pendant que je m'installais à la table de la cuisine, les journaux de ma grand-mère étalés devant moi. J'avais eu peur de les lire auparavant, redoutant les secrets de famille qu'ils pouvaient abriter. Mais la distance m'avait donné du recul, et j'étais enfin prête à affronter la vérité. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» me demanda Elena en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je ne suis pas encore sûr. Il y a beaucoup de documents financiers mélangés aux notes habituelles, des relevés de comptes, des documents juridiques, des choses que je ne comprends pas vraiment. Elena posa sa cuillère en bois et vint s'asseoir à côté de moi. Je peux ? Je poussai l'un des journaux vers elle. Elle l'ouvrit délicatement, passant ses doigts sur l'écriture soignée de ma grand-mère. Ta grand-mère était d'une rigueur méticuleuse, dit Elena. Elle notait tout, surtout après la mort de ton grand-père. Elle n'avait pas confiance. Elle s'interrompit brusquement. Pas confiance en quoi? Elena garda le silence un instant, pesant ses mots. Ta grand-mère n'avait pas confiance en ton père, Vivian. Elle ne l'a jamais estimé, et elle avait de bonnes raisons. Durant l'heure qui suivit, Elena me révéla des choses sur ma famille que j'ignorais totalement, comment papa avait épousé maman non par amour. Mais parce que le nom Hawthorne avait du poids dans les affaires, comment il avait progressivement pris le contrôle des finances et des biens immobiliers de la famille, et comment ma grand-mère s'était montrée de plus en plus inquiète de son influence sur les décisions familiales. Mais la chose la plus importante, dit Elena en sortant un document officiel glissé entre les pages d'un journal, c'est ceci. C'était un acte de fiducie datant de 3 ans. Je reconnus la signature de ma grand-mère au bas du document, accompagné d'un sceau officiel, mais le nom du bénéficiaire me coupa le souffle, Vivian Rose Hawthorne. Moi? Je ne comprends pas, dis-je en déchiffrant le jargon juridique. Cela dit que j'ai hérité d'un fonds fiduciaire conséquent à mes 21 ans, mais je n'ai jamais rien reçu. L'expression d'Elena se fit sombre. C'est parce que ton père a fait modifier le document. Ta grand-mère avait créé ce fonds spécifiquement pour toi, pour s'assurer que tu aies ton indépendance financière. Medine a réussi à obtenir une procuration générale quand tu as été hospitalisé lors de ta dernière année d'études. Quand j'ai fait ma dépression, terminai-je doucement. Cela avait été la période la plus sombre de ma vie, luttant contre la dépression et l'anxiété tout en essayant de mener de front mes études et mes emplois. J'avais passé 2 semaines dans une clinique psychiatrique pour recevoir l'aide nécessaire. Il a utilisé cette procuration pour détourner les fonds. Légalement, c'était un vol, mais il l'a fait assez habilement pour que cela paraisse légitime sur le papier. Je fixai le document entre mes mains. De combien d'argent parle-t-on? Assez pour payer tes études, lancer une entreprise, acheter une maison. Assez pour t'assurer de ne jamais dépendre de personne. La voix d'Elena était amère. Ta grand-mère savait exactement quel genre d'homme était ton père, et elle voulait te protéger de lui. La pièce sembla tourner autour de moi. Toutes ces années à cumuler les emplois, à racler mes fonds de tiroir pour acheter mes manuels scolaires et réparer ma voiture, à écouter les sermons de papa sur la responsabilité financière. Alors qu'il y avait de l'argent qui m'appartenait de droit, de l'argent qui aurait pu tout changer. Il y a autre chose, dit doucement Elena. Elle sortit un autre papier, plus récent celui-là. Je pense que ton frère était également impliqué. C'était un formulaire d'inscription universitaire avec ma signature au bas de la page. Sauf que je n'avais jamais vu ce formulaire de ma vie. Cela autorisait le transfert de ton compte d'épargne études pour payer les frais de scolarité de Rowan,
m'expliqua Elena. La signature ressemble à la tienne. Mais ce n'est pas la mienne. J'examinai la signature de près. Elle ressemblait à mon écriture, mais les boucles étaient légèrement différentes et la pression de la plume était irrégulière. Rowan s'amusait à imiter ma signature quand nous étions enfants, il trouvait ça drôle. Cette trahison me blessa plus profondément encore que les actes de mon père. Rowan savait. Il savait forcément qu'il utilisait de l'argent qui m'appartenait, de l'argent que notre grand-mère avait spécifiquement réservé pour mon avenir. Elena tendit le bras et me serra la main. Je suis désolé, ma chérie. Je sais que c'est beaucoup de choses à assimiler. Qu'est-ce que je peux faire, demandai-je. Y a-t-il un moyen de récupérer cet argent? C'est possible. Je connais un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires. Il s'appelle Archer Delaney, il a déjà aidé d'autres familles victimes d'abus financiers et de fraude. Mais ce ne sera ni facile ni rapide. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Je repensais à toutes les fois où je m'étais senti coupable de ne pas pouvoir participer davantage au d'épargne de la maison, à toutes les fois où je m'étais demandé si j'étais paresseuse ou incapable parce que je n'arrivais pas à m'en sortir financièrement. La vérité était que j'avais été saboté dès le départ. Mais à côté de la colère et de la douleur, je ressentis autre chose, de la détermination. Pour la première fois de ma vie, j'avais un ennemi clair à combattre. Non pas mon incompétence ou le manque de chance, mais un vol délibéré et calculé. Le lendemain matin, Elena m'emmena au cabinet d'Archer Delaney. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, la quarantaine naissante, les tempes grisonnantes, avec un tempérament calme qui inspirait immédiatement confiance. Les cas comme le vôtre sont plus fréquents qu'on ne le pense, me dit-il après avoir examiné les documents. Les membres de la famille disposant d'une procuration abusent souvent de leur pouvoir, surtout quand il s'agit de sommes importantes. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des preuves solides. Votre grand-mère a été extrêmement prévoyante. Quelle est la mauvaise nouvelle, demandai-je. Cela va prendre du temps, et votre famille ne va pas apprécier. Êtes-vous prête à ce qu'il riposte? Je repensais aux yeux gris et froids de papa et à son talent pour rabaisser les gens. Je repensais aux remarques passives-agressives de maman et à sa capacité à se faire passer pour la victime dans n'importe quelle situation. Je repensais au sourire suffisant de Rowan lors du dîner quand papa m'avait réclamé un loyer. Qu'il lutte, dis-je. Je ne reculerai pas cette fois. Archer sourit. La semaine suivante, pendant que je prenais mes marques à mon nouveau travail au Book Nook et essayais de me reconstruire une routine normale, Archer lança les procédures pour enquêter sur le détournement du fonds fiduciaire. Il déposa des recours, réclama les historiques bancaires et envoya des notifications officielles à toutes les parties concernées. Pendant ce temps, je commençais à recevoir des messages sur mon téléphone. D'abord de maman, suppliante et inquiète, Vivian, s'il te plaît, appelle-nous. Nous nous faisons tellement de soucis pour toi. Quel que soit le problème, nous pouvons le résoudre ensemble. Puis de papa, autoritaire et direct, ce comportement enfantin doit cesser immédiatement. Tu fais honte à la famille. Rentre à la maison tout de suite et nous oublierons tout cela. Enfin de Rowan, vive, c'est quoi ce délire? Maman n'arrête pas de pleurer et papa est furieux. Qu'est-ce que tu as écrit dans cette lettre? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne répondis à aucun d'entre eux, mais j'observais de loin comment mon départ affectait leur monde si soigneusement mis en scène. Maman publia sur les réseaux sociaux pour demander si quelqu'un m'avait vu, évoquant une urgence familiale. Papa commença à appeler mes anciens collègues et amis pour tenter de me localiser. Le rebondissement le plus frappant survint lorsque Rowan fut arrêté pour conduite en état d'ivresse. Elena me montra l'article en ligne, un jeune diplômé local arrêté pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La photo d'identité de Rowan le montrait l'air jeune et terrifié, bien loin du fils prodige assis à la droite de son père. Sacré timing, fit remarquer Elena. On dirait que la famille s'effondre sans toi pour leur servir de bouc émissaire. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais absorbé tous les dysfonctionnements de la famille, apaisant les tensions et endossant des fautes qui n'étaient pas les miennes. En mon absence, les lézards de leur fondation apparaissaient enfin au grand jour. Mais je n'étais pas encore d'humeur à chanter victoire. Il restait trop de travail à faire, trop de secrets à révéler, trop d'injustices à réparer. 2 semaines après mon départ, une femme me contacta sur mon ancien compte de réseau social. Elle s'appelait Nan et affirmait être l'ex-petite amie universitaire de Rowan. Je sais que c'est étrange,
disait son message, mais j'ai appris que ta famille te cherchait, et je pense que tu devrais savoir certaines choses au sujet de ton frère. Pouvons-nous nous voir dans un endroit tranquille? Nous prîmes rendez-vous dans un café de la ville voisine. Nan était une petite brune aux yeux vifs, habitée d'une énergie nerveuse qui me rappelait un oiseau prêt à s'envoler. Je suis sorti avec Rowan pendant environ 6 mois l'année dernière, m'expliqua-t-elle en remuant distraitement son café. Il parlait de toi parfois. Il se sentait coupable de quelque chose en rapport avec de l'argent qui devait te revenir. A-t-il dit de quoi il s'agissait précisément? Pas exactement, mais il buvait beaucoup quand il culpabilisait, et il parlait davantage quand il avait bu. Un soir, et a dit que votre père lui avait fait signer des documents qu'il ne comprenait pas vraiment, mais que cela signifiait que ton budget d'études servait à payer sa scolarité à lui. Mon cœur s'emballa. A-t-il dit autre chose? Nan sortit son téléphone. J'ai enregistré certaines de nos conversations. Je sais que c'est horrible, mais Rowan pouvait se montrer manipulateur. J'ai commencé à enregistrer pour démêler le vrai du faux. Elle hésita. Il y a un passage que tu devrais écouter. Elle lança l'enregistrement. La voix de Rowan était pâteuse sous l'effet de l'alcool, mais ses mots restaient audibles. Papa dit que l'argent de la famille doit servir à la réussite de la famille, et que c'est moi qui représente cette réussite. Mais Vivian travaille tellement dur. Non, elle travaille plus dur que je ne l'ai jamais fait. Parfois, je pense à tout lui avouer, mais papa me tuerait. Il dit qu'elle n'est pas mûre pour ce genre de responsabilité, qu'elle gaspillerait tout de toute façon. Mais je sais que c'est faux. Je sais qu'elle ferait des choses extraordinaires avec. Je fermais les yeux, écoutant la voix de mon frère admettre qu'il savait m'avoir volé, qu'il savait que c'était mal, mais qu'il était trop lâche pour arranger les choses. Je suis désolé, murmura Nan. Je sais que c'est difficile à entendre. Merci de me l'avoir dit, répondis-je. Est-ce que je peux avoir une copie de cet enregistrement? Elle acquiesça et me transféra le fichier sur mon téléphone. Pour ce que ça vaut, je pense que Rowan t'aime vraiment. Il est juste faible. Et ton père est extrêmement doué pour manipuler les gens. Sur le chemin du retour vers la maison d'Elena, je réfléchis à la faiblesse et à la force, au choix que l'on fait sous l'emprise de la peur, et au coup du silence face à l'injustice. J'avais été faible moi aussi, autrefois, subissant chaque affront et chaque trahison parce que c'était plus facile que de se battre. Mais cette Vivian-là me semblait étrangère aujourd'hui. La femme qui conduisait sur cette route de campagne, forte de preuves et de détermination, était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne s'effacerait plus jamais dans l'ombre. Quelqu'un qui était enfin prêt à lutter. 3 semaines après que Nan m'eut remis les enregistrements, Archer m'appela pour une nouvelle qui allait tout bouleverser. L'affaire juridique avançait plus vite que prévu, et Dinosaur s'apprêtait à recevoir une surprise des plus désagréables. J'ai déposé la plainte officielle pour détournement de fonds fiduciaires et abus financiers, m'annonça Archer au téléphone. Le tribunal a approuvé notre demande de gel des avoirs dans l'attente de l'enquête. Les documents seront signifiés à votre père cet après-midi. J'étais en train de ranger des livres au Book Nook quand l'appel arriva, et je dus m'asseoir sur un escabeau pour réaliser la portée de ses paroles. Après des années d'impuissance, voir l'appareil judiciaire s'activer en ma faveur me paraissait irréel. Qu'est-ce que cela signifie exactement, demandai-je. Cela veut dire que son accès aux fonds fiduciaires est immédiatement suspendu. Plus de transferts, plus de retraits, et il devra comparaître devant le tribunal pour expliquer comment il a obtenu cette procuration et pourquoi il a détourné de l'argent qui vous était légalement destiné. Ce soir-là, Elena et moi nous installâmes sur son porche avec des verres de thé glacé, observant le coucher du soleil tout en attendant. Nous savions toutes les deux que Dean réagirait rapidement et bruyamment à la réception de la convocation judiciaire. La seule question était de savoir comment. La réponse arriva à 21h47, lorsque mon téléphone afficha un numéro local inconnu. Mademoiselle Hawthorne, ici l'officier Bradley du département du shérif du comté. Nous détenons un certain Rowan Hawthorne et il nous demande de vous contacter. Mon cœur manqua un battement. Que s'est-il passé? Conduite en état d'ivresse, possession de substances contrôlées et dégradation de biens publics. Il a projeté son véhicule à travers la vitrine du magasin Morrison & Hardware en centre-ville. Personne n'est blessé, mais il demande à parler à sa sœur. Elena m'emmena au poste de police du comté en silence. J'avais souvent imaginé ce moment depuis mon départ, revoir Rowan, le confronter à ce qu'il avait fait. Mais j'avais rêvé que cela se ferait selon mes conditions, quand je m'y serais préparé,
pas de cette manière. Rowan semblait plus frêle que dans mes souvenirs. Assis dans le parloir, il portait une combinaison orange trop grande pour lui, ses cheveux étaient gras et ses yeux injectés de sang. En m'apercevant, son visage s'effondra. Vive, Dieu merci. Je ne savais pas qui appeler d'autre. Où sont maman et papa, demandai-je en m'asseyant en face de lui à la table de métal. Papa a refusé de venir. Il a dit que j'avais fait mon lit et que je devais me coucher dedans. Maman voulait venir, mais papa lui a interdit. La voix de Rowan était enrouée. Ils se disputent sans arrêt maintenant. Depuis ton départ et depuis que ses avocats ont commencé à appeler. Les avocats appellent parce que papa a volé de l'argent qui m'appartenait. De l'argent que grand-mère Evelyne avait laissé spécialement pour mon avenir. Rowan baissa les yeux vers ses mains. Je sais. Tu crois que je voulais ça? Il me regarda, les larmes aux yeux. Tu crois que je voulais vivre avec la culpabilité de savoir que chaque semestre d'études, chaque repas à la cafétéria, chaque livre que j'achetais était payé avec de l'argent qui aurait dû être le tien. J'observais le visage de mon frère, y cherchant un quelconque signe de mensonge. Mais je n'y vis que de l'épuisement et un remords sincère. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Parce que j'étais lâche. Parce que papa présentait ça comme la meilleure solution, en prétendant que tu n'étais pas prête pour ce genre de responsabilité, et parce que je me disais que si je travaillais assez dur, si j'avais de bonnes notes et réussissais, je pourrais peut-être réparer tout ça un jour. Il s'essuya le nez du revers de la main. Mais je n'ai jamais pu réparer quoi que ce soit. Et chaque jour qui passait, il devenait plus difficile d'avouer la vérité. Je voulais rester en colère contre lui. La colère me protégeait mieux que ce mélange complexe d'amour, de trahison et de pitié qui m'envahissait. Mais en regardant mon frère, en l'observant vraiment, je compris qu'il avait lui aussi été pris au piège, simplement d'une autre manière. Je n'ai jamais voulu de cette voiture, vive. Je ne voulais même pas aller à la fac. Je voulais apprendre la menuiserie, peut-être monter mon entreprise de bâtiment. Mais papa avait tout programmé, diplôme de commerce, poste en entreprise, perpétuer le nom de la famille. Et chaque fois que j'essayais de m'y opposer, il me rappelait combien d'argent il investissait dans mon avenir. De l'argent qui ne lui appartenait pas. Je le sais maintenant, je le sais depuis un moment. C'est pour ça que j'ai commencé à boire autant. C'est pour ça que je n'arrivais à garder aucun des boulots que papa me trouvait. Comment construire sa vie sur un tas de mensonges? Nous restâmes un instant silencieux. À travers l'étroite fenêtre, je voyais des voitures de police aller et venir sur le parking, et je songeais à toutes les familles qui devaient avoir des discussions similaires, tentant de distinguer le vrai du faux, l'amour de la manipulation. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda Rowan. Maintenant, tu vas faire face aux conséquences de tes actes, et papa aussi. Est-ce que tu vas t'en sortir? Je veux dire, tu as un endroit où vivre, de l'argent pour vivre? Malgré tout, j'eus presque un sourire, même en prison, vêtu d'une combinaison orange, mon frère s'inquiétait pour moi. Je m'en sors bien, Rowan. Mieux que bien, même. J'ai un travail que j'adore, des amis qui tiennent à moi et des gens qui reconnaissent ma valeur. Des choses que je n'ai jamais eues à la maison. Je suis content pour toi, dit-il, et je sentais que c'était sincère. Je suis content que tu t'en sois sorti. En quittant la prison ce soir-là, je ressentis quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, un sentiment d'apaisement. Pas une guérison complète, il y avait encore trop de non-dits, mais le début d'une transition. Rowan n'était pas le monstre que je m'étais figuré. C'était simplement un garçon faible qui avait fait de mauvais choix. Et à présent, il en payait le prix. Le véritable coupable, lui, était toujours assis dans la maison des Hawthorne, préparant probablement son prochain coup. 2 jours plus tard, la presse locale relata l'arrestation de Rowan, le fils d'un homme d'affaires en vue arrêté après un incident en centre-ville. L'article était court mais destructeur, mentionnant la présence de mon père au conseil d'administration de plusieurs entreprises et son influence politique locale. Elena me montra les commentaires en ligne, oscillant entre pitié et sarcasme, pauvre gosse, trop de pression familiale. Un gosse de riche gâté qui se confronte enfin à la réalité. Tel père, tel fils, la malhonnêteté est de famille. Ce dernier commentaire s'avéra prophétique. Avant la fin de la semaine, les ennuis judiciaires de papa lui coûtèrent son siège au conseil d'administration de Lakefield Industries, le plus grand employeur de notre ville.
L'entreprise publia un communiqué sur l'importance de maintenir des standards éthiques rigoureux et la nécessité pour ses dirigeants de faire preuve d'exemplarité. J'appris le licenciement de papa par Margaret, à la librairie, qui le tenait d'une cliente dont le mari travaillait chez Lakefield. Apparemment, il n'y avait pas que cette affaire judiciaire, me confia Margaret tandis que nous déballions un carton de nouveaux romans. Il y avait déjà des doutes sur certaines de ces transactions financières. Cet incident leur a simplement fourni le prétexte parfait. Ce soir-là, alors que je fermais la boutique, mon téléphone sonna. Le numéro de maman s'afficha sur l'écran. Après un moment d'hésitation, je décrochai. Vivian. Oh, Dieu merci, ma chérie. Il faut qu'on parle. La voix de maman était différente de mes souvenirs, plus faible, plus fragile. La mondaine pleine d'assurance qui organisait des dîners de gala et des déjeuners de charité avait disparu, laissant place à une femme désorientée et craintive. Bonjour, maman. Pouvons-nous nous voir quelque part? Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que j'aurais dû te dire il y a des années. Contre toute attente, j'acceptais de la retrouver dans un café-restaurant 2 villes plus loin. Elle y était déjà à mon arrivée, installée dans une banquette d'angle, les mains serrées autour d'une tasse de café. Elle paraissait vieillie, amaigrie, marquée par le manque de sommeil et d'appétit. « Tu as bonne mine », dit-elle lorsque je m'assis en face d'elle. « Tu as l'air en forme, et même heureuse. »« Je suis heureuse, maman, pour la première fois depuis des années. » Maman hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis contente pour toi. Tellement contente. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte en carton. « Je t'ai apporté quelque chose. Des choses qui auraient dû te revenir depuis très longtemps. » À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines de lettres, toutes rédigées de l'écriture caractéristique de ma grand-mère. Elle t'écrivait chaque mois après son entrée à la maison de retraite, m'expliqua maman. Des cartes d'anniversaire, des vœux de Noël, de simples mots pour dire qu'elle pensait à toi. Dean disait que cela te perturberait de les recevoir, que tu étais trop occupé par tes études et ton travail pour t'encombrer des divagations d'une vieille femme. Je sortis une lettre au hasard. Elle datait de 6 mois à peine avant la mort de grand-mère Evelyne. Elle y exprimait ses encouragements pour mes cours en ligne et ma petite entreprise, sa fierté face à ma rigueur de travail, et s'enquérait avec douceur de mes projets d'avenir. Elle était au courant pour mon commerce, demandai-je. Elle savait tout. Elle suivait ton parcours grâce à Elena, et par moi, quand j'avais le courage de lui dire la vérité. La voix de maman se brisa. Elle t'aimait tellement, Vivian. Elle était si fière de la femme que tu devenais. La dernière lettre de la boîte différait des autres. Elle était scellée et portait la mention « à n'ouvrir que si Dean tente de s'emparer de tes biens ». Les mains tremblantes, je brisai le sceau et dépliai le papier. Les mots de ma grand-mère étaient clairs et incisifs. « Ma très chère Vivian, si tu lis ces lignes, c'est que mes pires craintes concernant ton père se sont réalisées. Dean Osborne n'est pas l'homme qu'il prétend être. Il a épousé ta mère pour ses relations et la fortune de sa famille, et il a passé 25 ans à s'approprier méthodiquement des biens sur lesquels il n'avait aucun droit. Le fonds de placement que j'ai créé pour toi n'est qu'une infime partie de ce qu'il a dérobé. Il existe des titres de propriété, des comptes d'investissement et des parts d'entreprise qui reviennent de droit à ta mère, mais Dean l'a manipulé pour qu'elle lui cède tout. S'il s'en prend à ta part, bats-toi. Tu as absolument tous les droits de récupérer ce qui t'a été volé. Il n'est pas celui qu'il prétend être, et tu es bien plus forte que tu ne le crois. Je levai les yeux vers maman, qui m'observait le regard rougi. Savais-tu que cette lettre existait? Pas son contenu précis, mais je savais qu'elle avait laissé des consignes. Et Vivian, elle avait tout à fait raison. J'ai été si lâche, si stupide. Je l'ai laissé me convaincre que je ne savais pas gérer mes affaires, que j'avais besoin de lui pour chaque décision financière. Mais j'ai fini par consulter mon propre avocat, et je demande le divorce. Maman. Non, laisse-moi terminer. J'ai échoué dans mon rôle de mère. Je suis restée spectatrice pendant que Dean sapait ta confiance et s'emparait de ton héritage. Et je me disais que c'était mieux ainsi parce que j'avais trop peur de faire des vagues. Mais je ne peux plus vivre comme cela. Je ne peux plus vivre avec lui. Nous discutâmes durant 3 heures dans ce café. Maman me raconta des pans de son mariage que j'ignorais, la perte progressive de son indépendance, la façon dont Dean l'avait isolé de ses amis et de ses proches susceptibles de contester son autorité. Elle s'excusa à maintes reprises.
Même si ces excuses ne pouvaient pas effacer 22 ans d'indifférence et de soumission, c'était un début. Au moment de nous séparer sur le parking, maman me serra dans ses bras plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis mon enfance. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, dit-elle. 6 semaines après avoir quitté le domicile familial, j'y retournai enfin. Mais je ne revins pas en secret, et je ne revins pas seul. L'orage qui provoqua mon retour était à la fois physique et symbolique. Une tempête de fin de printemps avait coupé l'électricité dans 3 comtés, et le toit de la maison d'Elena avait subi de légers dégâts. En attendant les réparateurs, je pris une décision qui mûrissait en moi depuis des jours. Je dois y retourner, dis-je à Elena tandis que la pluie martelait les vitres de la cuisine. Pas pour rester, pas pour me réconcilier, mais pour clore ce chapitre. Elena scruta mon visage à la lueur d'une lampe de poche. Es-tu sûre d'être prête? Je ne serai jamais totalement prête, mais je suis assez forte maintenant, et c'est tout ce qui compte. Archer accepta de nous rejoindre devant la maison des Hawthorne. Il avait apporté des copies de tous les actes juridiques, relevés de comptes et indices que nous avions collectés. Votre père a reçu la convocation l'obligeant à comparaître devant le tribunal la semaine prochaine, nous expliqua-t-il alors que nous étions garés devant mon ancienne demeure. Il sait que sa marge de manœuvre est réduite. Reste à savoir s'il acceptera un accord amiable ou s'il choisira de laver son linge sale en public. La maison paraissait plus petite et plus délabrée que dans mes souvenirs. La pelouse n'était pas tondue, et les parterres de fleurs dont maman s'occupait si bien étaient envahis par les mauvaises herbes. Même à travers l'orage, l'endroit transpirait l'abandon. Je m'avançai vers la porte d'entrée et frappai. Après quelques instants, j'entendis des pas et Dean m'ouvrit. Il semblait vieilli, plus grisonnant, et son attitude laissait transparaître un sentiment d'échec inédit chez lui. Mais en m'apercevant, son regard retrouva sa dureté arrogante habituelle. « Tiens, le retour de la fille prodigue. Tu viens pour jubiler ? » « Je viens pour parler, dis-je simplement. »« Je peux entrer ?» Il s'écarta et je pénétrai dans la maison où j'avais passé les 22 premières années de mon existence. J'avais l'impression de visiter un musée de mon propre passé, familier mais lointain, peuplé de souvenirs appartenant à une autre personne. Le salon était en désordre, des journaux et des bouteilles vides gisaient sur la table basse, des boîtes de plats à emporter encombraient la cheminée là où trônaient auparavant les objets anciens de maman. C'était la demeure d'un homme ayant perdu le contrôle de son univers minutieusement planifié. « Ta mère n'est pas là, » dit Dean en s'installant dans son fauteuil inclinable. Elle est partie s'installer chez sa sœur le temps que les avocats règlent le divorce. Je le sais, je lui ai parlé. Bien sûr, tu l'as montée contre moi elle aussi, n'est-ce pas? Tout comme tu avais monté Elena contre moi à l'époque. Je m'assis sur le canapé en face de lui, ce même canapé où je faisais mes devoirs tout en l'entendant glorifier les exploits de Rowan. Je n'ai monté personne contre toi, papa. Ils ont vu ton vrai visage et ont agi en conséquence. C'est ce que tu crois qu'il s'est passé? Tu te prends pour l'héroïne de cette histoire? Non, répondis-je. Je pense être simplement quelqu'un qui a enfin appris à se défendre. Je fouillai dans mon sac et en sortis le dossier de documents. Je sais tout sur le fonds fiduciaire, sur les fausses signatures, sur la procuration dont tu as abusé pendant mon hospitalisation. Je sais absolument tout. Dean jeta un coup d'œil au dossier sans faire mine de les prendre. Tu ne sais rien du tout. Tu es une fille naïve manipulée par des gens qui détestent notre famille. Notre famille? J'eus presque un rire. Papa, il n'y a plus de famille. Rowan est en cure de désintoxication, maman a demandé le divorce et je ne reviendrai jamais. Il ne reste plus que toi, assis seul dans cette maison, au milieu des décombres de ce que tu as détruit. Pendant un court instant, son armure se fendilla et j'aperçus ce qui ressemblait à de la peur ou du regret. Mais son arrogance prit rapidement le dessus. Tu veux cet argent? Très bien, prends-le. On verra bien où cela te mènera dans le monde réel, là où tout le monde se moque de tes états d'âme et de ta sensibilité. Je ne veux plus de ton argent, dis-je, et je le pensais vraiment. Je veux que tu signes une confession écrite admettant ce que tu as fait. Je veux des excuses publiques envers maman et envers moi. Et je veux que tu ailles te faire soigner, parce que peu importe ce qui t'a poussé à agir ainsi, il n'est pas trop tard pour changer. Dean me fixa longuement. Puis il éclata de rire, d'un rire amer et brisé, dénué de toute joie. Me soigner? Tu penses que j'ai besoin d'aide? Je suis le seul dans cette famille à avoir eu de l'ambition, une volonté de réussir.
J'ai construit tout ce que nous avions. Je vous ai offert une vie aisée, confortable, et voilà comment vous me remerciez. Tu as construit un mensonge, soufflé-je. Et tu nous as forcés à vivre dedans. Mais les mensonges finissent toujours par s'effondrer. Je me levai pour partir, mais sa voix me retint sur le pas de la porte. Tu as toujours été la plus intelligente, dit-il d'un ton différent, plus bas, plus sincère. Plus intelligente que Rowan, plus intelligente que ta mère, et sans doute plus que moi. Je ne voulais simplement pas l'admettre. Je me retournai pour le regarder. Il paraissait s'être recroquevillé dans son fauteuil, un vieil homme face aux ruines de sa propre vie. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi as-tu toujours fait en sorte que je me sente insuffisante? Parce que tu en imposais trop, dit-il. Tu avais tout ce dont j'avais toujours rêvé, l'intelligence, l'intégrité, l'estime des personnes d'importance. Et j'avais peur que si je te laissais briller, tout le monde verrait à quel point j'étais terne. Ce n'était pas des excuses, mais c'était ce qui se rapprochait le plus de la vérité de toute sa vie. Et à ce moment-là, j'éprouvais un sentiment inattendu, de la pitié. Je suis désolé que tu aies pensé ainsi, dis-je. Mais c'était ton choix, et tu devais en assumer les conséquences. Alors que je posais la main sur la poignée, il reprit la parole, pour la maison. Je la cède au refuge pour femmes battues du centre-ville. C'est une idée de ta mère. Elle disait qu'il devait en sortir quelque chose de bon. J'ai hoché la tête. C'est un excellent choix. Elena m'attendait dans la voiture, et elle devina à mon visage que l'entretien n'avait pas été de tout repos. « Comment te sens-tu » me demanda-t-elle alors que nous démarrions. « Triste, avouai-je. »« Et libre. » 3 mois plus tard, Dean signa l'accord de règlement. Il restitua l'argent du fonds fiduciaire, admit la fraude par écrit et accepta d'accomplir des travaux d'intérêt général pour éviter des poursuites pénales. Il entama également une thérapie, même si j'ignorais si cela porterait ses fruits. Mais c'était son propre chemin à faire, pas le mien. 2 ans plus tard, je me tenais face à un auditorium bondé de l'université d'État, devant 200 visages impatients d'écouter mon discours. La banderole derrière moi proclamait « Trouver sa voie, atelier sur l'indépendance émotionnelle et financière ». Je m'appelle Vivian Hawthorne, commençai-je. Et je veux vous parler du jour où j'ai fui ma propre vie, et de la façon dont je me suis retrouvé. Cet atelier faisait partie d'une série que j'avais élaborée grâce à l'association d'intérêt général que je dirigeais à présent, un centre d'assistance juridique et de soutien psychologique pour les jeunes adultes victimes d'abus financiers ou de manipulation psychologique au sein de leur famille. Elena et moi l'avions cofondé, avec Archer comme conseiller juridique et Margaret Dubuc-Nook comme coordinatrice des bénévoles. Nous l'avions baptisé le Seconde Chance et, en 2 ans, nous avions aidé près de 300 personnes à reprendre le contrôle de leur vie et de leurs droits. Le capital de départ provenait évidemment du fonds fiduciaire de ma grand-mère, mais les fondations de notre action reposaient sur l'histoire de gens comme moi. Des gens à qui l'on avait répété qu'ils ne méritaient aucun investissement, des gens habitués à recevoir des miettes plutôt que de la dignité, des gens qui avaient besoin que quelqu'un croie en leur potentiel. Après l'atelier, une jeune femme s'approcha de moi, les larmes aux yeux. « Merci, dit-elle. Mes parents ont ouvert des cartes de crédit à mon nom et ruiné ma réputation financière avant même mes 18 ans. Je pensais être bloqué pour toujours, mais en vous écoutant, je me dis qu'il y a peut-être un espoir. » « Il y a toujours de l'espoir, » lui répondis-je en lui tendant une carte de notre association. « Et il y a des gens qui vous aideront à vous battre pour récupérer ce qui vous appartient. » Ces échanges se répétaient après chaque atelier, chaque conférence, chaque fois que je racontais mon parcours. Et chaque fois, cela me rappelait pourquoi ce voyage éprouvant valait la peine. Rowan était sorti de sa cure de désintoxication depuis 8 mois et travaillait comme apprenti charpentier dans une ville à 1 heure d'ici. Nous nous parlions au téléphone toutes les quelques semaines, des discussions prudentes au cours desquelles nous réapprenions à être frères et sœurs sans les relations toxiques de notre enfance. Il m'avait écrit une lettre depuis son centre de soins, des excuses sincères mesurant ses torts et leurs conséquences. Il avait également mis en place un plan de remboursement pour restituer l'argent de mes études qu'il avait utilisé, même si je lui avais dit que ce n'était pas obligatoire. « C'est nécessaire pour moi », avait-il insisté. « Je dois corriger cette erreur, même s'il me faut des années pour y parvenir. » Maman avait emménagé dans un petit appartement près de chez sa sœur et reconstruisait peu à peu son autonomie. Elle suivait des séances de thérapie 2 fois par semaine et avait repris des cours de dessin, une passion abandonnée lors de son mariage avec papa. Notre relation demeurait fragile,
jalonnée d'appels timides et de visites précautionneuses, mais elle était empreinte d'une franchise inédite. C'était elle qui avait soufflé l'idée de faire don de la maison des Hawthorne au refuge pour femmes battues, pour en faire une structure d'accueil temporaire. L'ironie de la situation n'échappait à personne, mais cela s'apparentait à une juste forme de réparation. Quant à mon père, j'ignorais sincèrement comment il allait. Nous n'avions aucun contact et je n'avais nullement l'intention d'en rétablir. Elena obtenait parfois de ses nouvelles par des connaissances communes, il louait un petit appartement, poursuivait sa thérapie et travaillait à temps partiel dans un magasin de bricolage du coin. Qu'il changeât sincèrement ou qu'il fît simplement semblant, cela ne concernait que sa conscience. Le changement le plus inattendu dans mon existence fut l'arrivée d'Elia. Je l'avais rencontré dans le café où Elena et moi travaillions souvent sur les demandes de subvention de notre association. Il était enseignant en classe de CE2 et venait chaque samedi matin corriger des copies et préparer ses cours, commandant inlassablement la même chose, un café noir et un muffin aux myrtilles. Pendant des semaines, nous nous limitâmes à de polis saluts de la tête et à des remarques sur le temps qu'il faisait. Puis un jour, il fit un compliment sur le livre que je lisais des mémoires sur les traumatismes familiaux et la résilience, et nous passâmes 3 heures à discuter. Elia était d'une douceur qui n'avait rien à voir avec de la faiblesse. Il écoutait sans chercher à tout résoudre à ma place, posait des questions par pure curiosité et ne me fit jamais ressentir le besoin de feindre ou de jouer un rôle. 6 mois après le début de notre relation, il m'interrogea sur ma famille et je lui racontai toute l'histoire. À la fin de mon récit, il resta silencieux un long moment. « Je suis désolé que tu aies subi tout cela, dit-il enfin. Mais je suis reconnaissant que cela t'ait amené à devenir la femme que tu es aujourd'hui. » C'était exactement la phrase qu'il fallait prononcer. Par un chaud dimanche après-midi de la fin du printemps, je me rendis sur la tombe de grand-mère Evelyne pour la première fois depuis son enterrement. J'emportai ses lettres, absolument toutes, et les lus à haute voix sous le grand chêne qui abritait sa sépulture. « Tu avais raison sur toute la ligne, lui confiai-je. Papa n'était pas celui qu'il prétendait être, mais tu avais également raison de dire que j'étais plus forte que je ne le croyais. » 1 an plus tard, mes mémoires furent publiées. La fille qui s'est volatilisée, une histoire de famille, d'argent et d'amour-propre devint un best-seller, non pas parce que mon récit était exceptionnel, mais parce qu'il faisait écho aux trahisons vécues par tant d'autres. La tournée de promotion fut extraordinaire, me retrouver dans des librairies aux 4 coins du pays, parler devant un public des moments les plus sombres et les plus heureux de mon existence. Mais chaque rencontre m'apportait de nouveaux liens, de nouveaux témoignages et me rappelait que la résilience était accessible et le courage communicatif. L'étape finale de ma tournée se déroula chez moi, au Book Nook, la même où j'avais commencé à me reconstruire. Margaret me présenta à une salle comble, composée en grande partie de gens qui m'avaient connu à l'époque où je n'étais que la fille timide qui rangeait les rayons et préparait les cafés. Je souhaite clore cette soirée sur un texte que ma grand-mère m'a laissé, déclarai-je devant ces visages familiers. Parfois, s'évanouir dans la nature est la seule manière de se faire remarquer. En signant les livres après coup, je pris conscience que la gamine effrayée et invisible qui avait fui cette ville 2 ans plus tôt avait bel et bien disparu. À sa place se tenait une femme consciente de sa valeur, qui osait s'exprimer et avait compris que la plus belle des revanches sur ceux qui tentent de vous rabaisser est de briller d'un éclat si fort qu'ils ne peuvent plus vous ignorer. Ce soir-là, je passais en voiture devant l'ancienne demeure des Hawthorne. Elle avait été transformée en un endroit magnifique, des lumières douces brillaient à chaque fenêtre, un espace de jeu ornait le jardin et des jardinières colorées étaient en pleine floraison. Une plaque à côté de la porte indiquait « Maison Evelyne ». Centre d'hébergement d'urgence pour femmes et enfants. Je me garais de l'autre côté de la rue pour observer la vie s'animer à l'intérieur, des femmes qui prenaient un nouveau départ. Des enfants qui découvraient qu'un foyer pouvait être synonyme de sécurité. Ma grand-mère aurait adoré savoir que son nom était associé au réconfort plutôt qu'au malheur. En rentrant dans la petite maison que je partageais avec Elia, passant devant le siège de notre association où nous transformions des vies dossier après dossier, puis devant le café où Elena et moi imaginions nos prochains projets. Je repensais aux mots que j'avais laissés sur la table de la cuisine la nuit de ma fuite. Vous ne me trouverez pas à moins que je ne le veuille. À l'époque, j'avais conçu cette phrase comme une menace, un ultime moyen de garder le contrôle alors que je me sentais impuissante. Mais elle s'était révélée être tout autre chose, une promesse faite à moi-même de ne plus jamais me laisser piéger, ignorer ou dévaloriser. Je m'étais trouvé, et plus jamais je ne disparaîtrais. Et si les personnes qui vous ont élevé étaient celles-là même qui vous dérobaient votre avenir? Parfois, disparaître est l'unique moyen de se faire enfin entendre. Aimez et abonnez-vous pour d'autres récits de courage et de métamorphose.